Le soleil levant caressait doucement le village de Ngor, situé à l'orée de la forêt. Les premiers rayons de lumière perçaient à travers les feuilles du grand manguier qui dominait la case d'Adama. Adama, une femme de 55 ans au visage ridé par les épreuves mais illuminée par une force intérieure, était déjà debout. Elle portait un boubou wax jaune et marron, usé par le temps mais soigneusement lavé et repassé. Elle avait les mains calleuses, des mains qui avaient travaillé dur toute sa vie pour élever son fils, Karim. Ce matin-là, comme tous les matins, Adama préparait des beignets pour les vendre au marché. L'odeur de la pâte frite emplissait la petite case en terre, mélangée à celle du bois brûlé dans le foyer. Karim, âgé de 16 ans, dormait encore sur une natte posée à même le sol. Son visage juvénile, paisible dans le sommeil, ressemblait tant à celui de son père, disparu trop tôt, emporté par la maladie. Adama s'approcha de lui et le secoua doucement. « Karim, réveille-toi, mon fils. Le soleil est déjà haut. » Karim ouvrit les yeux, encore ensommeillé, et s'étira. « Oui, maman, » murmura-t-il en se frottant les yeux. « Viens, aide-moi à préparer les beignets. Nous devons partir tôt si nous voulons avoir une bonne place au marché. » Karim se leva et commença à aider sa mère, mélangeant la pâte et surveillant la cuisson des beignets. Il travaillait en silence, mais ce silence était rempli d'amour et de complicité. Adama observait son fils, fier de la personne qu'il devenait. Elle savait que Karim était intelligent, qu'il avait soif d'apprendre, et elle était déterminée à lui offrir une éducation, peu importe les sacrifices. Quand les beignets furent prêts, Adama les rangea soigneusement dans un panier en osier recouvert d'un tissu propre. Elle prit le panier sur sa tête, comme elle le faisait chaque jour, et sortit de la case, suivie de Karim. Le marché de Ngor était déjà animé. Les vendeurs criaient leur prix, les enfants couraient entre les étals, et les odeurs de nourriture, d'épices et de fruits mûrs se mêlaient dans l'air chaud. Adama trouva sa place habituelle, près d'un vieil arbre, et commença à disposer ses beignets sur un plateau. Karim l'aidait, mais son esprit était ailleurs. Il regardait les autres enfants, certains en uniforme scolaire, et sentait une pointe de jalousie. Il savait que sa mère faisait tout son possible pour lui permettre d'aller à l'école, mais les frais de scolarité étaient élevés, et chaque jour était une lutte. « Maman, dit-il enfin, est-ce que je pourrais retourner à l'école bientôt ?» Adama le regarda, les yeux remplis d'une tristesse qu'elle essayait de cacher. « Oui, mon fils. Bientôt. Nous y arriverons. » Elle prit une pause et s'assit sur un tabouret en bois, invitant Karim à s'asseoir à côté d'elle. Elle prit sa main dans la sienne, une main encore douce malgré les années de labeur. « Karim, écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu es mon fils, ma fierté. Mais tu dois toujours te rappeler d'où tu viens. Un arbre sans racines meurt, mon fils. N'oublie jamais ça. » Karim la regarda, les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Adama sourit tristement. « Ça veut dire que peu importe où la vie te mènera, peu importe ce que tu deviendras, tu dois toujours te souvenir de tes origines. De cette terre, de ce village, de cette case en terre. De moi. Parce que c'est ce qui te rend fort. C'est ce qui te rend toi. » Karim hocha la tête, même s'il ne comprenait pas encore pleinement la profondeur de ces mots. Il sentait seulement que c'était important, que c'était quelque chose qu'il devait garder dans son cœur. Adama se leva et reprit son travail, mais ses pensées étaient lourdes. Elle savait que Karim avait soif de plus, qu'il rêvait d'une vie au-delà du village. Et elle voulait cela pour lui, mais elle craignait aussi ce que cela signifierait. Elle craignait qu'il ne s'éloigne trop, qu'il ne perde de vue ses racines. La journée passa, et les beignets furent vendus un à un. Quand le soleil commença à descendre, Adama et Karim rentrèrent à la case. Ils mangèrent un simple repas de riz et de sauce, puis s'assirent sous le manguier pour profiter de la fraîcheur du soir. Adama regarda son fils, qui jouait avec un bâton, dessinant des motifs dans la terre. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que le temps passait trop vite, que bientôt, Karim serait un homme, et qu'il partirait peut-être loin d'elle. « Karim, » dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Oui, maman. Promets-moi une chose. »« Quoi, maman ?»« Promets-moi que, peu importe où la vie te mènera, tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Promets-moi que tu te souviendras toujours de tes racines. » Karim la regarda,
sérieux. Je te le promets, maman. Je n'oublierai jamais. Adama sourit, mais ses yeux étaient humides. Elle prit son fils dans ses bras et l'embrassa sur le front. Tu es mon fils, ma fierté. Et je t'aime plus que tout. Et dans ce moment, sous l'arbre qui avait vu tant de vies passer, Adama sentit une lueur d'espoir. Peut-être que Karim tiendrait sa promesse. Peut-être qu'il se souviendrait toujours de ses racines, même si la vie l'emmenait loin d'elle. Mais au fond de son cœur, elle savait aussi que les promesses, comme les arbres, ont besoin de soins pour grandir. Et elle pria pour que Karim trouve la force de rester fidèle à lui-même, peu importe les tempêtes à venir. Le jour du départ de Karim était enfin arrivé. Le village de Ngor semblait plus silencieux que d'habitude, comme s'il retenait son souffle, conscient de l'importance de ce moment. Adama se tenait debout devant la case en terre, les mains serrées autour d'un petit sac en tissu contenant les dernières économies de la famille. Dans ce sac, il y avait aussi une paire de boucles d'oreilles en argent, les dernières qu'elle possédait, un souvenir précieux de son défunt mari. Karim, quant à lui, était nerveux. À 18 ans, il partait pour la première fois de sa vie loin de sa mère, loin du village qu'il avait vu grandir. Il portait un jean usé et une chemise propre, mais simple, qu'Adama avait repassé avec soin la veille. Son sac à dos, rempli de vêtements et de quelques livres, était posé à ses pieds. Karim, dit Adama d'une voix douce mais ferme, viens ici. Il s'approcha, les yeux baissés, sentant déjà le poids de la séparation. Adama prit son visage entre ses mains, comme elle le faisait quand il était petit, et le regarda intensément. Tu vas en ville pour étudier, pour devenir quelqu'un, dit-elle. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais que tu es le fils de cette terre, le fils de ton père, et mon fils. Karim hocha la tête, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Je n'oublierai jamais, maman. Je te le promets. Adama lui tendit le petit sac en tissu. Prends ça. C'est pour ton voyage et pour tes premiers jours en ville. Karim ouvrit le sac et vit les boucles d'oreilles en argent. Il leva les yeux, choqué. Maman, non. Pas ça. Pas les boucles de papa. Adama sourit tristement. Elles ne me servent à rien ici, mon fils. Mais elles peuvent t'aider à payer ton bus et à commencer ta nouvelle vie. C'est ce que ton père aurait voulu. Karim serra les boucles d'oreilles dans sa main, sentant le métal froid contre sa peau. Il savait ce que cela représentait pour sa mère, et cela rendait le geste encore plus poignant. Merci, maman, murmura-t-il, la voix tremblante. Adama l'embrassa sur le front, puis sur chaque joue, comme pour imprégner son amour dans sa peau. Va, mon fils. Le bus ne t'attendra pas. Karim ramassa son sac à dos et se dirigea vers le chemin qui menait à l'arrêt de bus. Adama le suivit des yeux, le cœur lourd mais fier. Elle savait que c'était la bonne chose à faire, mais cela ne rendait pas la séparation plus facile. Quand Karim arriva à l'arrêt de bus, il se retourna une dernière fois. Adama était toujours là, debout devant la case, une silhouette solitaire mais forte. Il leva la main pour lui faire un dernier signe, et elle lui répondit de la même manière. Le bus arriva dans un nuage de poussière, et Karim monta à bord. Il s'assit près de la fenêtre et regarda le village disparaître peu à peu, remplacé par des paysages qu'il ne connaissait pas. Il serra les boucles d'oreilles dans sa main, sentant le poids de la promesse qu'il avait faite à sa mère. La ville de Lagos était un monde à part, bruyant, vibrant et impitoyable. Karim, maintenant âgé de 20 ans, avait réussi à s'adapter tant bien que mal à ce nouvel environnement. Il étudiait dur à l'université, mais les journées étaient longues et fatigantes. Pour se ressourcer, il aimait se rendre au bord du fleuve, un endroit où il pouvait retrouver un peu de calme et se sentir proche de la nature, comme dans son village. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, Karim marchait le long du fleuve, les pieds dans l'eau fraîche. Il aimait ce moment de la journée, où la lumière dorée du coucher de soleil transformait tout en une scène presque magique. C'est alors qu'il la vit. Fatou était là, debout sur un rocher, les cheveux noirs lisses cascadant sur ses épaules. Elle portait une robe en wax rouge et or, ajustée à la perfection, et des sandales élégantes qui semblaient incongrues dans ce décor naturel. Elle avait un air de supériorité, comme si elle appartenait à un autre monde, un monde où Karim n'avait pas sa place. Karim la regarda, fasciné.
Il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de dur, de méprisant, qui le mettait mal à l'aise. « Tu vas rester là à me fixer longtemps ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante, sans même se retourner. Karim sursauta, embarrassé. « Désolé, je ne voulais pas te déranger. » Elle se tourna enfin vers lui, les bras croisés, un sourcil levé. « Tu es nouveau ici, c'est ça ? » « Oui, je viens d'un village, » répondit-il, hésitant. Fatou éclata de rire, un rire clair mais moqueur. « Un village ? Ça explique ton air un peu, dépassé. » Karim sentit une pointe de colère monter en lui, mais il se retint. Il ne voulait pas la froisser, pas maintenant, pas alors qu'elle le regardait avec cet air à la fois fascinant et intimidant. « Je m'appelle Karim, » dit-il, tendant la main. Elle la regarda comme si c'était la chose la plus ridicule qu'elle avait jamais vue. « Fatou, » répondit-elle simplement, sans prendre sa main. « Et je n'ai pas l'habitude de fréquenter des gens comme toi. » Karim baissa la main, décontenancé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je veux dire que je suis la fille d'un commerçant riche, et que toi, eh bien, tu es juste un étudiant pauvre venu de je ne sais où. » Karim sentit son estomac se nouer. Il savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas ses mots moins douloureux. « Je ne suis pas pauvre, » dit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Je travaille dur pour mes études, et un jour, je réussirai. » Fatou éclata de rire à nouveau. « C'est mignon, tu sais. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. On ne réussit pas juste en travaillant dur. Il faut des connexions, de l'argent, du pouvoir. Et toi, tu n'as rien de tout ça. » Karim ne savait pas quoi répondre. Il se sentait petit, insignifiant, face à cette femme qui semblait tout avoir. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle, par sa beauté, par son assurance. « Peut-être que tu as raison, » dit-il finalement. « Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas essayer. » Fatou le regarda, surprise par sa réponse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il tienne tête. « Tu es têtu, c'est tout ce que je peux dire. » Elle se détourna et commença à marcher le long du fleuve, ses sandales claquant sur les rochers. Karim hésita un instant, puis la suivit. « Pourquoi tu me suis ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Parce que je veux te connaître, » répondit-il, sincère. Elle s'arrêta et se tourna vers lui, un sourire moqueur aux lèvres. « Tu veux me connaître ? Très bien. Mais sache que je ne suis pas facile à approcher. Et je ne perds pas mon temps avec des gens qui ne peuvent rien m'apporter. » Karim sentit une boule se former dans sa gorge, mais il hocha la tête. « Je comprends. » Ils continuèrent à marcher en silence, le soleil couchant illuminant le fleuve de reflets dorés. Karim savait que Fatou n'était pas une personne facile, qu'elle était arrogante et méprisante. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose pour elle, quelque chose de fort, de presque irrésistible. Et c'est ainsi que commença une relation complexe, faite d'attraction et de tension, entre un jeune homme rêveur et une femme qui ne voyait le monde qu'à travers le prisme de l'argent et du pouvoir. Karim avait enfin réussi à convaincre Fatou de l'accompagner dans son village pour rencontrer sa mère. Il espérait que cette visite aiderait à apaiser les tensions entre les deux femmes les plus importantes de sa vie. Mais dès leur arrivée, il comprit que cela ne se passerait pas comme prévu. Le village de Ngor semblait encore plus modeste aux yeux de Fatou. Elle regardait tout avec un mélange de dégoût et de mépris, comme si chaque case en terre, chaque chemin de poussière, était une insulte à son existence. Karim, nerveux, essayait de lui montrer les aspects positifs du village, mais elle ne semblait pas intéressée. Quand ils arrivèrent à la case d'Adama, celle-ci les attendait avec un sourire chaleureux. Elle portait son boubou wax jaune et marron, soigneusement lavé et repassé pour l'occasion. Ses cheveux gris étaient tressés avec soin, et elle avait préparé un repas simple mais généreux pour accueillir son fils et sa compagne. « Bienvenue, Fatou, » dit Adama en tendant la main. « Je suis contente de te rencontrer enfin. » Fatou regarda la main tendue comme si c'était quelque chose de répugnant. Elle ne la prit pas, se contentant de hocher la tête avec une froideur calculée. « Enchantée, » murmura-t-elle, sans conviction. Karim sentit un malaise s'installer, mais il espérait que les choses s'amélioreraient une fois à l'intérieur.
Ils entrèrent dans la case, et Fatou regarda autour d'elle avec un air de dédain. « C'est donc ici que tu as grandi, Karim ?» demanda-t-elle, la voix teintée de sarcasme. « Dans ce tas de boue ?» Adama, qui était en train de servir le repas, s'arrêta net. Elle tourna lentement la tête vers Fatou, les yeux remplis de surprise et de blessure. Karim, quant à lui, sentit son estomac se nouer. Il savait que Fatou pouvait être dure, mais il n'avait pas imaginé qu'elle serait aussi cruelle. « Fatou, s'il te plaît » murmura-t-il, essayant de la calmer. Mais elle ignora son avertissement. « Je veux dire, c'est littéralement de la boue, non ? Des murs en terre, un toit en paille ? C'est presque primitif. » Adama posa lentement le plat qu'elle tenait sur la table. « Cette case a abrité ma famille pendant des générations, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Elle a vu naître mon fils, et elle a été un refuge dans les moments difficiles. Pour nous, c'est bien plus qu'un tas de boue. » Fatou éclata de rire, un rire clair mais moqueur. « C'est mignon, cette façon de romantiser la pauvreté. Mais ça ne change pas la réalité. » Karim sentit la colère monter en lui, mais il se retint. Il ne voulait pas contrarier Fatou, pas maintenant, pas alors qu'elle commençait à peine à accepter de faire partie de sa vie. Alors, il rit nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. « Fatou a un sens de l'humour un peu particulier, » dit-il en riant, même si son rire sonnait faux. Elle ne voulait pas être méchante. Adama le regarda, les yeux remplis de déception. Elle savait que son fils mentait, qu'il essayait de protéger Fatou au lieu de défendre sa propre mère. Mais elle ne dit rien, se contentant de hocher la tête. « Bien sûr, » murmura-t-elle. « Asseyez-vous, le repas est prêt. » Ils s'assirent autour de la table basse, mais l'atmosphère était tendue. Fatou piquait du nez dans son assiette, faisant des commentaires désobligeants sur la nourriture, tandis que Karim essayait désespérément de maintenir une conversation normale. Adama, quant à elle, mangeait en silence, les yeux baissés, essayant de cacher sa blessure. Quand le repas fut terminé, Fatou se leva brusquement. « Bon, c'était intéressant, » dit-elle avec un sourire forcé. « Mais je pense qu'il est temps de rentrer. Je ne veux pas attraper je ne sais quelle maladie en restant ici trop longtemps. » Karim sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il devait dire quelque chose, qu'il devait défendre sa mère, mais les mots ne sortaient pas. Il se contenta de hocher la tête et de se lever. « Merci pour le repas, maman, » dit-il, évitant son regard. Adama hocha la tête, les yeux tristes. « Prends soin de toi, mon fils. » Quand ils sortirent de la case, Fatou éclata de rire. « Je ne peux pas croire que tu as grandi dans un endroit pareil, » dit-elle en secouant la tête. « C'est presque pathétique. » Karim sentit une boule se former dans sa gorge, mais il ne dit rien. Il savait qu'il avait trahi sa mère, qu'il avait ri de ses origines pour ne pas contrarier Fatou. Et cela le rongeait de l'intérieur. Pendant ce temps, Adama resta assise sous le manguier, les yeux fixés sur l'horizon. Elle savait que son fils était amoureux, mais elle craignait que cet amour ne le détruise, ne l'éloigne de ses racines, de ce qui faisait de lui l'homme qu'il était. Et sous le manguier, elle pria silencieusement pour qu'il se souvienne de la promesse qu'il lui avait faite, il y a si longtemps. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de Lagos de nuances orangées et pourpres. La ville grouillait de vie, mais dans un petit jardin privé, à l'écart du tumulte urbain, une scène plus intime se déroulait. Karim, vêtu d'un costume élégant mais modeste, ajustait nerveusement sa cravate. À ses côtés, Fatou, resplendissante dans une robe de mariée en wax blanc et or, arborait un sourire triomphant. Ses cheveux, lissés à la perfection, cascadaient sur ses épaules, et ses bijoux en or scintillaient sous les lumières tamisées. La cérémonie était minimaliste, presque froide. Une tente blanche avait été dressée, décorée de quelques guirlandes lumineuses et de bouquets de fleurs artificielles. Une trentaine d'invités, principalement des amis de Fatou et quelques collègues de travail de Karim, étaient assis sur des chaises pliantes. L'atmosphère manquait de chaleur, et l'absence d'Adama pesait lourdement dans l'air. Karim jetait des regards furtifs vers l'entrée du jardin, espérant contre toute attente voir apparaître la silhouette familière de sa mère. Mais Adama n'était pas là. Elle n'avait même pas été informée de la date du mariage.
Fatou avait insisté pour que la cérémonie soit rapide et discrète, arguant qu'il n'avait pas les moyens d'organiser quelque chose de plus grandiose. Mais Karim savait que la véritable raison était ailleurs, Fatou ne voulait pas de la présence d'Adama. « Tu comprends, Karim, ta mère ne se sentirait pas à l'aise ici », avait-elle dit un soir, en caressant ses cheveux d'un air presque maternel. « Elle est tellement traditionnelle. Et nous essayons de construire une vie moderne. Ce serait mieux pour tout le monde. » Karim avait hoché la tête, le cœur lourd. Il savait qu'Adama aurait voulu être là, qu'elle aurait voulu voir son fils heureux, même si elle désapprouvait son choix. Mais il avait cédé à Fatou, comme il cédait toujours. Il avait coupé les ponts avec sa mère, espérant que cela apaiserait les tensions entre elles. Mais en réalité, il avait simplement creusé un fossé encore plus profond. Le pasteur, un homme d'âge moyen au visage impassible, commença la cérémonie. Sa voix monotone résonna dans le silence du jardin, énumérant les vœux traditionnels. Karim répéta les mots machinalement, les yeux fixés sur Fatou. Elle souriait, mais son regard était dur, presque calculateur. Elle semblait déjà penser à autre chose, à leur vie future, à tout ce qu'elle pourrait obtenir grâce à ce mariage. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Karim sentit une boule se former dans sa gorge. Il glissa l'anneau d'or au doigt de Fatou, mais ses doigts tremblaient légèrement. Fatou, de son côté, le fit avec une assurance déconcertante, comme si elle scellait un contrat plutôt qu'une union d'amour. « Je vous déclare mari et femme », annonça le pasteur, levant les mains comme pour bénir le couple. Les invités applaudirent poliment, mais l'enthousiasme était fin. Personne ne se leva pour féliciter Karim, personne ne lui demanda comment il se sentait. Ils étaient tous là pour Fatou, pour sa beauté, pour son statut, pour ses connexions. Le repas qui suivit fut tout aussi impersonnel. Des plats préparés à la va-vite furent servis sur des plateaux en plastique, et les conversations tournaient autour de sujets superficiels, la météo, les dernières tendances de la mode, les ragots sur des célébrités locales. Karim se sentait comme un étranger parmi ces gens, comme s'il n'avait pas sa place dans ce monde que Fatou essayait de construire. À un moment donné, il s'éloigna discrètement de la fête et sortit dans la rue. Le bruit de la ville lui parut presque apaisant après le silence oppressant du jardin. Il sortit son téléphone et regarda l'écran, hésitant. Il avait envie d'appeler Adama, de lui dire qu'il était désolé, qu'il avait fait une erreur. Mais il savait que c'était trop tard. Le mal était fait. Quand il retourna dans le jardin, Fatou l'attendait, les bras croisés, un sourcil levé. « Où étais-tu passé ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. « Tu ne peux pas juste disparaître comme ça, Karim. C'est notre jour de mariage. » « Je suis désolé, murmura-t-il, baissant les yeux. Je voulais juste prendre l'air. » Fatou soupira, comme si elle était déçue mais pas surprise. « Bon, viens. On a des invités à saluer. » Karim la suivit docilement, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Adama, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui, à tout ce qu'il avait sacrifié pour Fatou. Et pour la première fois, il se demanda s'il avait fait le bon choix. La nuit tomba, et les étoiles apparurent dans le ciel. Mais pour Karim, elles ne brillaient pas. Elles semblaient lointaines, indifférentes, comme si elles aussi jugeaient ses actions. Il regarda Fatou, qui riait avec ses amis, et se demanda si elle l'aimait vraiment, ou si elle l'avait simplement utilisé pour échapper à sa propre vie. Quand la fête se termina enfin, Karim se retrouva seul avec Fatou dans leur nouvel appartement. Elle se déshabilla rapidement et se coucha, épuisée. Karim resta assis sur le bord du lit, regardant par la fenêtre. La ville scintillait au loin, mais il se sentait vide, comme si une partie de lui était restée dans ce village qu'il avait quitté, avec la femme qu'il avait élevée. « Karim, viens te coucher », murmura Fatou, déjà à moitié endormi. Il hocha la tête et s'allongea à côté d'elle, mais il ne trouva pas le sommeil. Il pensait à Adama, à ses mots, à ses sacrifices. Et il se demanda combien de temps il pourrait continuer à vivre dans ce mensonge, combien de temps il pourrait continuer à faire semblant d'être heureux. Le mariage sous les étoiles était censé être un nouveau départ, mais pour Karim, il ressemblait davantage à une fin. La saison des pluies était arrivée, apportant avec elle des tempêtes violentes et imprévisibles. Ce soir-là, le ciel s'assombrit rapidement, et les vents se levèrent avec une force inhabituelle.
Adama, assise sous le manguier, sentit l'air se charger d'électricité. Elle savait que cette tempête serait différente, plus puissante, plus destructrice. Elle rentra précipitamment dans sa case en terre, essayant de sécuriser les quelques objets précieux qu'elle possédait. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, un coup de vent violent frappa le toit de paille, l'arrachant presque entièrement. La pluie commença à tomber à verse, inondant l'intérieur de la case. Adama, trempée et tremblante, se réfugia dans un coin, essayant de protéger les photos de famille et les quelques souvenirs qu'elle avait de son défunt mari. Elle pria silencieusement, demandant aux ancêtres de la protéger, de protéger sa maison. Au petit matin, quand la tempête se calma enfin, Adama sortit de la case, épuisée et désemparée. Le toit était complètement détruit, et les murs en terre commençaient à s'effriter sous l'effet de la pluie. Elle regarda autour d'elle, les yeux remplis de larmes, se demandant comment elle allait pouvoir réparer tout ça. Les villageois, voyant l'état de la case, se rassemblèrent rapidement pour aider Adama. Ils apportèrent des outils, de la paille et de la boue, et commencèrent à réparer le toit. Mais malgré leurs efforts, Adama sentait que quelque chose n'allait pas. Elle sentait que cette tempête n'était pas qu'un simple caprice de la nature, mais un signe, un avertissement. Les ancêtres sont en colère, murmura-t-elle en regardant le ciel encore gris. Ils nous punissent pour nos erreurs. Les villageois hochèrent la tête, respectueux de ces paroles. Ils savaient qu'Adama avait toujours été proche des esprits, qu'elle avait un lien particulier avec les ancêtres. Pendant ce temps, en ville, Karim était occupé par son nouveau travail. Il avait récemment été promu et passait ses journées à courir d'une réunion à l'autre, essayant de prouver sa valeur. Quand il reçut l'appel d'un voisin lui apprenant ce qui s'était passé, il sentit son estomac se nouer. « Maman va bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, elle est en sécurité », répondit le voisin. « Mais la case est gravement endommagée. Elle a besoin de toi, Karim. » Karim hésita. Il savait qu'il devait rentrer, qu'il devait aider sa mère. Mais il avait une réunion importante le lendemain, une réunion qui pourrait déterminer son avenir dans l'entreprise. « Je ne peux pas venir tout de suite », dit-il finalement. « Mais dis à maman que je vais envoyer de l'argent pour les réparations. » Le voisin soupira, déçu mais pas surpris. « Très bien, Karim. Mais rappelle-toi, l'argent ne remplace pas ta présence. » Quand Adama apprit que Karim ne viendrait pas, elle sentit son cœur se briser un peu plus. Elle avait toujours su que son fils était ambitieux, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait être aussi distant, aussi indifférent à ses besoins. « Les ancêtres sont en colère », répéta-t-elle en regardant les villageois travailler sur sa case. « Et ils ont raison. Nous avons oublié nos racines, oublié ce qui est vraiment important. » Les villageois hochèrent la tête, partageant son sentiment. Ils savaient que quelque chose devait changer, que Karim devait revenir, ne serait-ce que pour un temps, pour se reconnecter avec ses origines. Mais pour l'instant, Adama était seule, sous un ciel gris, avec une case en ruine et un cœur lourd. Elle pria silencieusement, demandant aux ancêtres de guider son fils, de lui montrer le chemin de la rédemption. Et sous le manguier, elle attendit, espérant contre toute attente que Karim se souviendrait de la promesse qu'il lui avait faite, il y a si longtemps. La vie en ville avait apporté à Karim une certaine stabilité financière, mais elle avait aussi creusé un fossé entre lui et ses racines. Fatou, de son côté, n'avait jamais caché son mépris pour le village et tout ce qu'il représentait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur petit appartement, elle lui lança un ultimatum qui allait changer leur vie à jamais. « Karim, je ne peux plus continuer comme ça », déclara-t-elle d'une voix ferme, les bras croisés. « Je ne veux pas retourner dans ce village, et je ne veux pas que nos enfants grandissent dans un endroit aussi primitif. » Karim leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que nous devons acheter une maison en ville, une vraie maison, pas cet appartement minable. Et pour ça, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. » Karim sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une maison en ville, pas avec leurs salaires actuels. « Fatou, je comprends, mais, nous n'avons pas assez d'argent. » Elle se leva, les yeux étincelants de colère. « Alors trouve une solution. Tu as bien une parcelle de terre dans ce village, non ? Vends-la. » Karim resta silencieux, choqué par sa suggestion.
La parcelle de terre était un héritage familial, quelque chose qui appartenait à sa mère, à ses ancêtres. Il ne pouvait pas simplement la vendre. Fatou, c'est la terre de ma famille, dit-il finalement. Je ne peux pas la vendre sans en parler à ma mère. Fatou éclata de rire, un rire dur et sans joie. Ta mère? Tu veux vraiment lui demander la permission? Karim, tu es un homme maintenant. Tu dois prendre des décisions pour toi, pour nous. Karim sentit la pression monter en lui. Il savait que Fatou ne céderait pas, qu'elle ne comprendrait jamais l'importance de cette terre pour sa famille. Et il savait aussi que s'il ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle pourrait le quitter. Très bien, murmura-t-il finalement. Je vais vendre la parcelle. Fatou sourit, satisfaite. Enfin, tu commences à comprendre. Le lendemain, Karim prit contact avec un agent immobilier et entama les démarches pour vendre la parcelle familiale. Il ne prévint pas Adama, se disant qu'il lui expliquerait plus tard, quand tout serait réglé. Mais au fond de lui, il savait qu'il trahissait sa mère, qu'il trahissait ses racines. Quand la vente fut finalisée, Karim et Fatou achetèrent une maison en ville, une belle maison avec un jardin et une clôture en fer forgé. Fatou était ravi, mais Karim ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide en lui. Pendant ce temps, au village, Adama apprit la nouvelle par un voisin. Elle resta silencieuse un long moment, les yeux remplis de larmes. Elle regarda le manguier, les racines profondes qui semblaient lui rappeler la promesse que Karim lui avait faite. Les ancêtres sont en colère, murmura-t-elle en regardant le ciel. Et ils ont raison. Karim et Fatou emménagent en ville. Fatou décore la maison avec des tissus wax, méprisant les poteries traditionnelles qu'Adama leur avait offertes. La famille de Fatou s'installe chez eux, son frère violent, sa mère autoritaire. Il traite Karim comme un serviteur. Adama rend visite à Karim, apportant des ignames. Fatou les jette à la poubelle en disant « ça pue la pauvreté ». Une dispute éclate. Fatou pousse Adama, qui se blesse au front. Karim accuse sa mère de provoquer des drames. Adama rêve de son défunt mari qui lui dit « Notre fils a perdu son chemin, mais le tambour de la vérité résonnera ». Fatou et sa famille volent l'argent de Karim pour acheter une voiture. Ils mentent en disant qu'Adama a tout pris. Adama, affaiblie par la malnutrition, est hospitalisée. Elle supplie une voisine « Ne dites rien à Karim, il a assez de soucis ». Karim croise une amie d'enfance qui l'accuse publiquement « Ta mère mendie pour survivre, et toi tu portes des costumes en soie ». Karim, troublé, appelle sa mère. Fatou intercepte l'appel et imite la voix d'Adama pour dire « Je ne veux plus te voir ». Karim avait cru que sa vie en ville était enfin sur la bonne voie. Il avait un emploi stable, une belle maison, et une femme qu'il aimait. Mais tout cela s'effondra en un instant, comme un château de cartes balayé par le vent. Cela commença par une rumeur, un murmure dans les couloirs de l'entreprise où il travaillait. On disait que des fonds avaient été détournés, que quelqu'un de l'intérieur avait profité de sa position pour s'enrichir illicitement. Karim n'y prêta pas attention au début, trop occupé par son travail et ses responsabilités. Mais un matin, tout bascula. Il fut convoqué dans le bureau de son supérieur, un homme sévère au visage impassible. « Karim, nous avons des preuves que vous êtes impliqué dans le détournement de fonds », annonça-t-il sans préambule. Karim sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Mais, c'est impossible. Je n'ai rien à voir avec ça. » Son supérieur poussa un dossier vers lui, rempli de documents et de relevés bancaires. « Votre nom apparaît ici, ainsi que celui de votre beau-frère. Nous savons qu'il a utilisé votre position pour accéder à ces fonds. » Karim sentit la colère monter en lui. « Mon beau-frère ? Mais je ne savais rien de tout ça. » « Peu importe, » répondit son supérieur d'une voix froide. « Vous êtes responsable de ce qui se passe sous votre supervision. Nous n'avons pas d'autre choix que de vous licencier. » Karim quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Il se précipita chez lui, où Fatou et sa famille étaient réunis dans le salon. « Tu es au courant de ce que ton frère a fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère. Fatou leva les yeux, surprise. « De quoi tu parles ? Il a détourné des fonds de mon entreprise. Et maintenant, j'ai perdu mon emploi à cause de lui. » Le frère de Fatou,
un homme arrogant et sûr de lui, éclata de rire. Tu ne peux pas me blâmer pour ton incompétence, Karim. Si tu avais été plus vigilant, ça ne serait jamais arrivé. Karim sentit son sang bouillir. Tu oses me dire ça? C'est toi qui as ruiné ma carrière. Fatou se leva, les yeux étincelants de colère. Karim, calme-toi. Ce n'est pas la faute de mon frère si tu n'as pas su gérer la situation. Karim la regarda, choqué. Tu prends son parti? Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour nous? Fatou croisa les bras, l'air dédaigneux. Tu n'as jamais été à la hauteur, Karim. Tu as toujours été un peu dépassé. Les mots de Fatou frappèrent Karim comme un coup de poing. Il se sentit trahi, abandonné par ceux qu'il aimait. Il tourna les talons et quitta la maison, errant dans les rues de la ville, l'esprit en désordre. Pendant ce temps, Fatou et sa famille continuèrent à le mépriser ouvertement. Ils le traitaient comme un paria, comme si tout ce qui était arrivé était de sa faute. Karim se sentait de plus en plus isolé, de plus en plus désespéré. Adama écrit une dernière lettre à Karim, avouant qu'elle a un cancer. « Pardonne-moi si je n'ai pas été assez. » La lettre est jetée par Fatou. La nuit était tombée sur le village de Ngor, apportant avec elle un silence lourd et oppressant. Adama, âgée et affaiblie, était allongée sur sa natte dans la case en terre. La maladie l'avait rongée lentement, mais sûrement, et elle savait que ses forces l'abandonnaient. Les villageois avaient essayé de l'aider, lui apportant des herbes et des remèdes traditionnels, mais rien n'y faisait. Elle était seule, comme elle l'avait été si souvent depuis que Karim était parti. Les hyènes hurlaient au loin, leurs cris perçants déchirant le silence de la nuit. Adama les écoutait, les yeux fermés, se demandant si c'était un signe des ancêtres. Elle avait toujours cru en leur présence, en leur pouvoir de guider et de protéger. Et ce soir, elle sentait qu'ils étaient proches, qu'ils l'attendaient. Elle tourna la tête vers la petite photo de Karim accrochée au mur, une photo prise il y a des années, quand il était encore un jeune garçon plein de rêves. Ses yeux se remplirent de larmes en pensant à lui, à tout ce qu'il avait traversé, à tout ce qu'il avait perdu. « Karim, mon fils », murmura-t-elle, la voix faible mais pleine d'amour. « Je suis désolée de ne pas avoir pu être là pour toi, de ne pas avoir pu te protéger. » Elle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, mais elle ne cria pas. Elle avait toujours été forte, et elle le serait jusqu'à la fin. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les souvenirs heureux, les rires de Karim enfant, les jours passés sous le manguier, les promesses qu'il s'était faites. « Protège mon fils, ô ancêtre », murmura-t-elle, les derniers mots qu'elle prononça. « Guide-le, montrez-lui le chemin. » Et puis, ce fut le silence. Adama ne bougea plus, son souffle s'arrêta, et son corps devint froid. Les hyènes continuèrent à hurler au loin, comme si elles pleuraient sa mort. Pendant ce temps, en ville, Karim dormait d'un sommeil agité. Il rêva de sa mère, de son sourire, de ses mains calleuses qu'il avait tant de fois réconfortées. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, comme s'il savait que quelque chose de terrible venait d'arriver. Il se leva et regarda par la fenêtre, les yeux remplis de larmes. « Maman », murmura-t-il, comme s'il pouvait la sentir près de lui. Mais Adama était partie, emportée par la nuit et les hyènes, laissant derrière elle un vide immense et une promesse inachevée. Le village enterre Adama. Personne n'avertit Karim. Une pluie torrentielle noie les champs funéraires. Karim découvre la mort de sa mère par hasard, en croisant un villageois en ville. Il s'effondre dans la rue. Une tempête détruit la maison de Karim et Fatou. Les villageois y voient un châtiment divin. La famille de Fatou accuse Karim de porter malheur. Il le chasse avec une valise en plastique. Fatou demande le divorce en riant. « Tu crois qu'une femme comme moi resterait avec un rat sans le sou ?» Karim erre dans les rues, hallucinant la voix de sa mère. Il tente de se suicider en avalant des médicaments, mais échoue. Karim est recueilli par une ONG dirigée par une ancienne amie d'Adama. Il travaille comme jardinier. Karim avoue sa culpabilité à un vieux griot, qui lui répond « Un homme n'est pas défini par ses chutes, mais par sa façon de se relever. » Karim revient au village et s'agenouille sur la tombe d'Adama. Les villageois le lapident symboliquement avec des fleurs. Il rebâtit la case de sa mère, utilisant les méthodes traditionnelles. Scène poignante où il dialogue avec son ombre.
Le temps avait passé, et Karim avait lentement reconstruit sa vie. Il avait retrouvé une certaine stabilité, travaillant dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa nouvelle famille. Il avait appris à vivre avec les regrets, à accepter les erreurs du passé, mais il avait aussi appris à se protéger, à ne plus laisser les autres profiter de sa gentillesse. Un après-midi, alors qu'il rentrait du marché avec un panier de provisions, il fut interpellé par une voix familière, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Karim !» Il se retourna et vit Fatou, mais une Fatou qu'il ne reconnaissait presque pas. Elle était vêtue de vêtements usés, ses cheveux autrefois lisses et soyeux étaient maintenant ternes et mal coiffés. Son visage, autrefois fier et arrogant, était marqué par la fatigue et la détresse. « Fatou ?» demanda-t-il, surpris et méfiant. Elle baissa les yeux, embarrassée. « J'ai besoin d'aide, Karim. Je n'ai nulle part où aller. » Karim sentit un mélange de pitié et de colère monter en lui. Il se souvenait de tout ce qu'elle lui avait fait, de tout ce qu'elle avait dit, de tout ce qu'elle avait détruit. Mais il voyait aussi la femme brisée devant lui, une femme qui avait tout perdu. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il finalement, la voix calme mais froide. Fatou soupira, les yeux remplis de larmes. « Après notre divorce, j'ai tout perdu. Mon frère a gaspillé tout notre argent, et je me suis retrouvée sans rien. Je n'ai personne vers qui me tourner. » Karim la regarda, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Il avait autrefois aimé cette femme, mais cet amour avait été détruit par la trahison et le mépris. Il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance, qu'il ne pouvait pas la laisser revenir dans sa vie. « Je vais te donner quelque chose à manger, » dit-il finalement, en lui tendant le panier de provisions. « Mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. » Fatou prit le panier, les mains tremblantes. « Merci, Karim. Je ne mérite pas ta gentillesse. » Il hocha la tête, les yeux tristes mais résolus. « Non, tu ne la mérites pas. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas te laisser mourir de faim. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Je comprends. Je ne te dérangerai plus. » Karim la regarda partir, le cœur lourd. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Il se retourna et rentra chez lui, espérant que cette rencontre serait la dernière. Pendant ce temps, Fatou erra dans les rues, le panier de nourriture à la main, se demandant comment elle avait pu tomber si bas. Elle pensa à Karim, à tout ce qu'elle avait perdu, et sentit les larmes couler sur ses joues. Et sous le manguier, loin de tout cela, Adama semblait veiller sur son fils, comme si elle savait qu'il avait fait le bon choix. Karim ouvre une école gratuite dans le village, nommée « Lumière d'Adama ». Les enfants y apprennent les contes traditionnels. Karim organise une cérémonie pour honorer sa mère. Les tambours résonnent toute la nuit. Il se rend à la rivière où il a rencontré Fatou et y jette son alliance en disant « L'eau emporte mes fautes, mais pas ma mémoire ». Le vieux griot révèle qu'Adama avait prédit que son sacrifice ferait fleurir 1000 graines.